l'OABA, qui est l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir. C'est une association qui a été créée en 1961 par Jacqueline Gilardoni, qui est présidée depuis 2001 par le docteur vétérinaire Jean-Pierre Kieffer, et qui a pour vice-président Maître Alain Monod, petit-neveu de Théodore Monod, qui est avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État, et c'est une association qui est reconnue d'utilité publique depuis 1965, avec un conseil d'administration de 12 personnes, donc vétérinaires, avocats, magistrats, éthologues. Et un extrait des statuts, c'est assister, défendre et protéger les animaux dont la chair est destinée à la consommation aux divers stades de leur existence, notamment élevage, hébergement, transport et mise à mort. Alors, l'OABA a été la première association en France protégeant spécifiquement les animaux de ferme, et l'OABA est présente sur le terrain avec une équipe de délégués qui interviennent sur l'ensemble du territoire pour visiter et contrôler les élevages, les marchés, les transports et les abattoirs. Alors, l'OABA est très connue des professionnels de la filière viande, des agents des services vétérinaires, et elle a été un petit peu plus connue par le public lorsque l'OABA a fait annuler devant le Conseil d'État la circulaire interministérielle ministère de l'Intérieur et de l'Agriculture sur des sites dérogatoires pour l'Aïd el-Kébir. Et depuis cet arrêt, il est nécessaire pour les préfectures d'agréer des abattoirs temporaires, non plus des sites temporaires, mais des abattoirs temporaires. Alors la terminologie a changé, mais quand on voit certains abattoirs temporaires au jour d'aujourd'hui, j'ai une vidéo, je pourrais vous la montrer, finalement la terminologie a changé, mais dans les faits, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On entretient de bonnes relations avec le ministère de l'Agriculture, pas comme L214. Là, vous avez le chef du bureau de la protection animale. Au milieu, vous avez le directeur général de l'alimentation. Et puis, vous reconnaissez le grand, vous mettez l'adjectif que vous voulez derrière, ministre de l'Agriculture. Alors, l'OABA est très connue par les professionnels, un petit peu moins par le public, mais un petit peu mieux depuis le reportage diffusé en février 2012 par Envoyé spécial, intitulé « La viande dans tous ses états », qui m'a valu mon quart d'heure de gloire, disait notre ami Andy Warhol, mais là c'était plus qu'un quart d'heure, c'était une quinzaine de jours, avec la fameuse polémique pendant la campagne présidentielle sur la viande halal et les propos de Marine Le Pen. C'était Marine Le Pen, c'est dommage que ce soit Marine Le Pen, mais s'il n'avait pas été là, personne n'en aurait parlé. Il faut quand même savoir qu'on prêchait dans le désert depuis 2007 et qu'on s'est un petit peu énervé, et j'ai pris la responsabilité, avec l'aval du conseil d'administration, de faire entrer dans quelques abattoirs une journaliste d'Envoyé spécial qui avait la caméra. Moi j'avais rien sur moi, c'est elle qui avait tout, j'ai pas une seule image. Et donc du coup cette émission a fait parler d'elle et a fait parler de nous. Et depuis, dès qu'un journaliste veut faire un reportage sur la sécurité alimentaire, sur la souffrance animale, donc ils appellent L214, mais ils m'appellent également. Et on m'a encore vu dernièrement là sur Arte, donc dans un reportage Éleveur, le dernier tabou, où c'est une autre activité de l'OABA qui malheureusement se développe de plus en plus, qui est la récupération de cheptels entiers à l'abandon, que ce soit donc principalement des bovins, des ovins caprins. Vous avez peut-être vu dans la montagne il y a à peu près trois semaines, du côté de Rion, un détenteur de moutons qui est reparti chez lui au Portugal, et puis pendant 3 semaines, les moutons se sont débrouillés tout seuls, ils ne sont pas tellement très bien débrouillés tout seuls, on a eu à peu près une vingtaine de mortalités. Quand on est arrivé, on a retrouvé à peu près 6-7 cadavres dans les prés, et donc du coup, on a pris en charge l'ensemble des animaux. Donc c'est une activité qui nous occupe de plus en plus, je dirais un petit peu plus que les visites d'abattoirs, puisque suite à l'émission d'Envoyé spécial, on a beaucoup d'abattoirs aujourd'hui qui refusent de nous accueillir. On a à peu près 60% de refus. Parmi les 60% de refus, on a les gros, Bigard, Charal, Socopa, le groupe également, j'ai oublié le nom parce qu'ils ne sont pas intéressants, mais bon bref, voilà. Mais bon, ce qui
prouve bien que s'ils ne nous acceptent pas, c'est qu'ils ont des choses à cacher. Alors, les cheptels à l'abandon, vous voyez, avant-après, bon, là je crois que c'est clair, avant il y a une maltraitance généralisée, après aussi, puisqu'on a un peu qui est devenu quasiment rebelle. Il va un petit peu mieux, hein, l'a mis au régime. En fait, là, cette photo, c'était au mois de juin, et on s'est aperçu que lorsque le responsable du refuge où on avait mis ces bovins en dépôt, ils sont toujours d'ailleurs en Normandie, il y a également des chevaux, et lorsque l'animalier apportait le sac de pain avec les baguettes pour les chevaux, il y avait un petit malin qui allait en premier dans le sac de pain, et c'était notre monsieur Chabal. Oui, on l'a appelé Chabal. Hein. Voilà. Bon, voilà une petite vache qui était constamment enfermée dans une grange du côté de Montbéliard. Elle n'avait jamais vu la lumière, et donc quand on l'a récupérée, c'était un petit peu difficile, donc on a dû la mettre dans une stabulation, et on avait dû tendre des bâches parce qu'il y avait trop de lumière et elle devenait complètement fade. Quelques temps après, vous voyez, elle est au pré, tout va très bien pour elle. Voilà, donc ça fait partie de ce qu'on appelle le troupeau du bonheur, hein, c'était cher à Madame Gilardoni. Ce sont donc des animaux qui finissent leur vie tranquillement au pré. Donc bien évidemment, dans les fermes où nous avons des vaches, elles ne sont pas en contact avec des taureaux, hein, parce qu'on n'est pas là non plus pour faire la reproduction. Lorsqu'on récupère des vaches, quelquefois qui vont faire un vélage, parce que des fois elles arrivent, il y a une pochette surprise dedans, hein, donc quelques mois après, hop, on a un petit veau. Si c'est une femelle, c'est bien. Si c'est un mâle, on attend 8-10 mois et on le castre. Et donc voilà, on est probablement l'association en France qui a le plus de bœufs sous sa garde. Alors ça, c'était avant-après. Encore faut-il, pour qu'il y ait un avant et un après, qu'on arrive à temps. Quelquefois, c'est un peu trop tard. Voilà, quelquefois, le genre d'images auxquelles nous sommes confrontés. C'est sûr que ce n'est pas des images que vous verrez au Salon de l'Agriculture, au SPACE, à Rennes, ou à Cournon, au sommet de l'élevage. Alors, on a aussi une action de lobbying, bien évidemment, puisque aujourd'hui, si les animaux sont un petit peu protégés, c'est grâce principalement à la réglementation européenne. Donc on intervient bien évidemment au niveau européen. C'est très compliqué d'intervenir au niveau européen. Plutôt que de le faire dans son coin et de le faire mal, on préfère centraliser, et donc on travaille beaucoup avec Eurogroupe, qui est une fédération basée à Bruxelles, qui travaille avec l'ensemble des associations européennes. Donc Eurogroupe en France, vous avez 4 associations, vous avez PMAF, OABA, Fondation Bardot et Confédération nationale des SPA. Pour plus de détails, on a une page Facebook. J'y étais pas forcément pour, mais bon, je suis pas tout seul à décider. Donc on a une page Facebook et on a un site internet où vous pouvez trouver principalement la réglementation. Le site internet est plus institutionnel, la page Facebook est un peu plus, on va dire, libre, un petit peu plus rock'n'roll. Voilà. On participe aussi à l'élaboration de guides de bonne pratique. On a fait un guide de recommandation sur la protection animale des ruminants à l'abattoir. On a sorti il y a quelques jours un guide sur la protection des porcs à l'abattoir, qui a eu beaucoup de succès. Je ne sais pas si le fait de dire tiens, l'OAB a sorti un livre cochon, ça a peut-être excité certains, mais en tout cas il a plus marché le guide sur les cochons que sur les ruminants. Et puis on a aussi, il y a quelques années, travaillé avec la Fédération des marchés pour les bêtes sur les marchés, donc marché aux bestiaux, protection des animaux et sécurité des hommes, puisqu'on lit toujours les deux, c'est plus vendeur. Alors, j'ai décidé de vous parler de ce que personne ne parle et ne montre, c'est l'abattoir. Puisque le thème d'aujourd'hui, c'était ces animaux que nous mangeons. Pour les manger, il faut les tuer, tout le moins pour ceux qui en mangent, bien évidemment. Et l'abattoir, c'est un lieu un petit peu mystérieux. C'est la mort de l'animal, c'est la naissance de la viande. Alors, rapidement, quelques données sur les animaux abattus en France. On a les chiffres 2013, ils sont sortis il y a à peu près un mois par France Agrimaire. Donc ils ont déjà été donnés, là vous avez le détail. Les malheureux gagnants sont les volailles, avec 973 millions, c'est les poulets, les poules, les canards, les pintades et les oies. Ensuite on a les lapins, et ensuite nous avons les porcs, plus de 23 millions.
Et les moins malheureux dans l'histoire, ce sont les équidés, mais quand même plus de 20 000 sur l'année 2013, alors qu'on était aux alentours de 16-17 000 les années passées. C'est quelque chose que je ne m'explique pas. Le scandale de la viande de cheval a visiblement rappelé aux gens qu'un cheval, ça pouvait se manger. Et on a eu une augmentation de la demande de viande équine. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez mystérieux. Le scandale de la viande de cheval et les gens qui remangent du cheval. Bon, voilà, le comportement des consommateurs sont assez déconcertants. Alors, je ne suis pas là pour vous dire que l'abattoir c'est génial, c'est extraordinaire, ce sont des gens... là, il y a plein de journalistes qui vont faire des émissions et des bouquins sur les salariés de GAD. On a beaucoup parlé des salariés de GAD avec les propos du sous-ministre en disant qu'ils étaient illettrés. Pas tous, certains, mais pas tous. Donc ils vont vous dire que oui, ce sont des pauvres gens, c'est l'usine, c'est un métier difficile, etc. C'est surtout plus difficile pour les animaux que pour les salariés. Donc je suis pas là pour les défendre, je suis pas là non plus pour les torpiller, même si c'est pas l'envie qui m'en montre quelquefois. Je suis juste là pour vous donner un petit coup de projecteur sur ce qui se passe dans un abattoir, parce que c'est impossible. Si demain vous téléphonez à l'abattoir, je voudrais visiter l'abattoir, vous avez une probabilité quasiment de 100% qu'on vous dise bah non, je suis désolé, vous êtes qui, c'est pas possible, on n'a pas besoin de vous, il y a les services vétérinaires qui sont là, ils font leur travail. Oui, quand ils le font. La réglementation sur l'abattage, elle est très bien. Elle pourrait être mieux, mais les textes qui existent sont déjà pas mal. Vous avez effectivement toute une réglementation bien technique dans le code rural, et puis vous avez le règlement européen qui est applicable depuis le 1er janvier 2013, qui s'intitule donc Protection des animaux au moment de leur mise à mort, avec deux points, je dis deux, je fais trois, ça va pas, moi je suis malade, il y a la fièvre, ça commence, donc deux points importants, la formation du personnel avec un certificat de compétence, que depuis janvier 2013, tout opérateur qui a un contact avec des animaux vivants doit avoir un certificat de compétence qu'il obtient après une validation d'une formation qui dure 2 jours, et la validation c'est un QCM. Bon. J'ai demandé moi à voir les QCM, parce que ça peut être très bien un QCM, hein. Les QCM, je n'aurai pas permis de conduire, c'est hyper balèze. Hein. Bon. Mais les QCM du certif de compétence, si c'est le mouton A, une patte, B, 2 pattes, C, 3 pattes, ou D, 4 pattes, ça ne sert pas à grand chose. Donc on m'a dit qu'il était bien fait, mais on ne me l'a jamais montré, donc bon, je crois sur parole, hein, le ministre de l'Agriculture, puisque comme tout le monde le sait, un ministre, ça ne mange jamais. Et puis, deuxième temps fort de ce règlement, c'est le responsable protection animale. Alors lui, c'est le grand pardon, parce que forcément, il est responsable de la protection animale, donc si dans un abattoir, il y a quelque chose qui se passe mal au niveau maltraitance animale, forcément, c'est le fusible et il grille tout de suite. Alors, l'abattoir, comment ça se passe? Eh bien, vous avez les animaux qui arrivent, et chaque abattoir doit disposer d'équipements, d'installations appropriées pour décharger les animaux, des moyens de transport, les rampes de sortie ou d'accès doivent être aussi peu inclinées que possible, ça c'est la réglementation. Bon, ben, vous avez encore beaucoup d'abattoirs où, vous voyez, il n'y a pas de quai de déchargement. Donc vous avez le camion qui arrive, boum, on met la rampe, et vous voyez, c'est quand même bien incliné. Alors que quand vous avez des quais de déchargement, la rampe, elle est quand même beaucoup moins inclinée. C'est quand même plus facile pour les animaux de descendre, il y a moins de glissade, il y a moins de chute. Les quais aussi, quand ils sont couverts, c'est pas mal, parce que quand il pleut ou quand il neige, quand vous déchargez les animaux, ça peut être glissant, et là aussi, un animal qui glisse, il peut se fracturer la patte, et donc du coup, c'est déjà beaucoup moins sympathique pour lui. Les parois latérales, pour éviter que les animaux ne viennent à tomber sur le côté, comme on peut le voir de temps à autre. Dans la précipitation, on oublie de mettre les parois latérales, donc les animaux sont un peu pressés de sortir, on leur donne un coup de pied pour qu'ils sortent un petit peu plus vite. Voilà, donc là il y a un bâton, c'est bien, le bâton c'est fait pour guider les animaux, c'est pas fait pour taper dessus, il y en a qui l'oublient un peu fréquemment. Et puis les animaux aussi qui sont incapables de se déplacer, parce que quelquefois vous avez des animaux qui arrivent à l'abattoir et ils ne peuvent plus se déplacer. Donc la première solution que vous avez à gauche, c'est pas la bonne, hein, c'est on tire l'animal. La solution à droite, elle est meilleure, c'est le petit chariot. On met l'animal dedans et on le transfère jusqu'au poste d'abattage. Pour les animaux qui ne sont pas abattus tout de suite à leur arrivée, ils doivent être hébergés. Bon, là vous avez un sol rainuré,
c'est pour éviter que l'animal ne glisse, parce que là, le sol rainuré, on le voit, il est propre, mais quand vous avez plusieurs bêtes qui sont là depuis plusieurs heures, bah, il y a les excréments, il y a la pisse, et donc forcément, si c'est pas rainuré, ça devient une pataugeoire. Là, vous avez un système mural de ventilation, ça laisse passer l'air, mais ça protège des intempéries, c'est pas mal, parce que sinon, bah, ça mouille, ça fait froid, et si ça laisse pas passer l'air, l'été, on crève de chaud. Une litière, ça c'est bien pour absorber les urines et les excréments, ça évite aux animaux de patauger dans la boue, puis ça évite que les animaux arrivent sur la chaîne d'abattage remplie de merde, parce qu'après, quand on a des steaks hachés qui sont porteurs d'Escherichia coli, c'est normal quand on voit l'état de certains animaux qui sont pondus sur la chaîne d'abattage. Là, vous avez un sol en caillebotis. Sébastien, vous parlez des cochons à 90% en bâtiment. Bah voilà, les cochons ils vivent là-dessus. Alors que le caillebotis, c'est du béton troué pour que la pisse et la merde elles passent en dessous. Et donc vous avez du cochon qui vit 6-7 mois, sa courte vie de cochon, à respirer sans arrêt l'odeur de pisse et de merde. Et donc après ça sent l'ammoniac. Et donc s'il n'y a pas de système de ventilation, le cochon il meurt très très vite. Ce qui peut expliquer que régulièrement vous avez des 200, 300, 400 porcs qui viennent à mourir dans des élevages parce que vous avez le système de ventilation qui est tombé en panne. Ça c'est sympathique pour calmer les porcs, une petite brume, ça permet de les déstresser, et puis quand il fait chaud ça permet aussi de réguler leur température, puisque contrairement à nous, ils n'ont pas de glandes sudoripare, donc s'ils ne sont pas régulièrement rafraîchis, ils montent très très vite en température et il nous faut une crise cardiaque. Donc les abreuvoirs, ça c'est bien, les abreuvoirs automatiques, parce que les animaux, là c'est le gros cheval de bataille de l'OABA, c'est que quand on visite un abattoir, bien souvent, il y a les abreuvoirs, mais il n'y a pas d'eau dedans. Ou il y a de l'eau, mais l'abreuvoir il n'est pas à la bonne hauteur, ou il n'est pas adapté. Là vous avez des abreuvoirs qui sont adaptés, une pipette pour les porcs, ça c'est pas mal, et vous avez un abreuvoir qui est à la bonne hauteur pour un mouton. Mais quelquefois on se trompe, on met le mouton dans les casse-porcs, parce qu'elles sont mixtes, donc oui, mais le problème c'est qu'un mouton avec une pipette il ne sait pas boire, donc c'est un petit peu problématique. Là vous avez les petits veaux aussi qui ont un abreuvoir qui est pas mal. Là en revanche, la buvette automatique pour les moutons elle est bien, mais elle est un petit peu haute. Là elle est un petit peu basse, donc c'est plus, voilà, quelquefois on arrive dans un abattoir, voilà, c'est ce qu'il y a dans l'abreuvoir. Bon, on peut faire mieux. On a aussi des bovins qui régulièrement sont dans des logettes. Alors c'est des abattoirs qui remontent aux années 60. À l'époque les logettes elles étaient superbes. Mais un bovin en 2014 n'a plus rien à voir avec un bovin en 1960. Il est un petit peu plus gros. Le problème, c'est que c'est comme les places de parking sur les supermarchés. On a des voitures de plus en plus grosses, mais on a des places de plus en plus petites. Et dans les abattoirs, c'est la même chose. On a des vaches de plus en plus grosses et on a des stabulations qui n'ont pas augmenté. Donc, quelquefois, on a des bovins qui restent coincés dans les stabulations. Donc, voilà les observations de l'OABA. Je les reprends pas, je les ai faites en live. Ensuite, les animaux, on les a vus, ils sont hébergés. Après, ils doivent être conduits au poste d'étourdissement. Alors là, vous avez absolument ce qu'il ne faut jamais faire, la tenue blanche. Ça, la tenue blanche, c'est bien quand on est sur la chaîne d'abattage, mais dans une stabulation, on met une tenue sombre, parce qu'il n'y a rien de plus qui excite les animaux. Alors bon, là, cela dit, c'est des moutons, donc ils font le malin en tenue blanche devant les moutons, mais vous mettez des babys ou des taurillons, vous ne restez pas en blanc pour le taurillon, hein, donc ils font moins le malin. Les couloirs d'amener aussi, avec les contrastes. Vous avez des animaux qui sont très sensibles au contraste. Là, par exemple, si je me mets à la place d'un bovin, j'avance pas. Parce que le bovin voit très très mal de près, et il va se dire je peux pas avancer, je suis dans la partie sombre, mais là, visiblement, si j'avance, je risque de tomber. Donc voilà, et quelquefois, on a des opérateurs derrière le bovin qui s'excitent, ils prennent l'aiguillon et clac, électrique, clac, 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 allez, avance, avance, saloperie, avance. Et le bovin, il veut bien avancer, mais il a peur d'avancer. Donc forcément, si on ne met pas les sols d'une même couleur, ça entraîne des manipulations difficiles. Pareil, les couloirs pour conduire les animaux en courbe, ça c'est très bien, parce que du coup, les animaux sont
inciter à avancer. C'est Temple Grandin, hein, l'éthologue aux États-Unis, qui a très bien montré cela. En revanche, des couloirs à angle droit, c'est moins évident. Déjà nous, hein, quand vous avez un couloir à angle droit, c'est moins sympathique que lorsqu'il y a un virage. Bah, pour les animaux, c'est exactement la même chose, mais visiblement, on a encore des concepteurs d'abattoirs au jour d'aujourd'hui qui font du grand n'importe quoi. Pareil, alors le truc qui est très bien, c'est les couloirs de contention avec des murs, mais les parois, elles sont pas assez hautes. C'est-à-dire que les animaux, là aussi, vont refuser d'avancer parce que, qu'est-ce qu'ils ont? Ils voient leurs congénères abattus préalablement devant eux. Donc ça donne pas forcément envie d'avancer. Les parois anti-recul aussi, c'est bien, mais il faut les mettre sur le côté, parce que sinon, un anti-recul, c'est fait pour éviter que ça recule. Alors que là, c'est fait pour que ça évite d'avancer. Donc là aussi, quelques mauvaises pratiques à modifier. Classique, les animaux qui ne doivent pas recevoir leur congénère abattu, là vous avez exactement ce qu'il ne faut pas faire. Là aussi, des conceptions d'abattoirs qui ont été mal faites, avec le poste d'étourdissement qui est en plein, au lieu d'être face au mur, maintenant il est face à la chaîne d'abattage. Donc ça n'incite pas non plus là les animaux à avancer, avec toutes les manipulations difficiles que cela suggère par la suite. Je parlais de l'aiguillon électrique, il est réglementé par la réglementation européenne, uniquement sur les bovins adultes et les porcins adultes, donc ceux qui prennent de l'aiguillon électrique sur les veaux, tout faux, sur les moutons, tout faux, voilà, et lorsqu'on l'utilise, c'est 1 seconde, voilà, c'est pas la peine de s'exciter sur l'animal. Si on lui met un coup de choc électrique sur le cul et qu'il n'avance pas, c'est que visiblement il y a un problème. Soit il ne peut pas avancer, soit il est blessé. Donc c'est pas la peine de matraquer l'aiguillon électrique. Ça aussi on le récupère, on le répète assez souvent. Et on répète là aussi la réglementation, comme quoi on ne peut pas donner de coups sur les animaux. Et si un animal doit se relever, on évite de lui donner un coup de pied. Ça va peut-être plus vite, mais c'est pas la réglementation. Donc ce qu'on observe sur simplement la conduite, c'est les problèmes lors du déchargement, il n'y a pas de quai, c'est une stabulation qui est mal conçue, c'est la violence, forcément, qui s'explique. Si les locaux sont mal conçus, les gars ils s'énervent. En début de tuerie, ça va. Je veux dire, ils arrivent à 4h du matin, bon, ça va. Mais quand il est 11h30, midi, c'est bientôt l'acquis, et qu'il reste encore une trentaine, une quarantaine de bovins, il faut vite se dépêcher. Et s'il y a un bovin qui a le malheur de ne pas avancer, là je peux vous dire qu'il va déguster sévère. L'aiguillon, je l'ai dit, et puis donc la violence. Alors une fois que les animaux sont arrivés dans le couloir de manipulation, ils arrivent dans ce qu'on appelle un box de contention, donc c'est l'immobilisation. Alors quelquefois on a des petits abattoirs qui n'ont pas de box de contention, donc ils prennent une petite aire et puis il y a, comme on le voit ici, ils mettent 5-6 animaux dans cette petite aire. Et bon, alors c'est vrai qu'au début, on a une petite aire qui fait, on va dire 4 mètres carrés, il y a 6-8 moutons dedans. Les animaux se contiennent les uns les autres. Bon, donc le 6e, il s'en sort pas trop mal. Mais le 5e, déjà un peu moins, le 4e, beaucoup moins, le 3e, encore moins, le 2e, moins. Et alors le dernier, il est tout seul, et le voilà qui court, et vous avez l'opérateur comme un con derrière avec sa pince qui essaye de l'étourdir, comme là on le voit. Donc il est obligé de le gauler. Donc bon, c'est pas ce qu'on a fait de mieux pour l'opérateur, parce qu'après s'il a mal au dos, il ne faudra pas qu'il s'étonne. Mais pour le stress des animaux, c'est pas ce qu'on a fait de mieux non plus. Donc il doit être placé dans un box de contention individuelle, et à condition que l'opérateur soit prêt, bien évidemment, à l'étourdir. Donc là, vous avez un exemple de box pour les porcins, là vous avez un exemple de box pour les ovins, là vous avez pour les bovins avec blocage de la tête, là vous avez sans blocage de la tête, et là vous avez le box rotatif pour les abattages rituels. J'en dirai bien évidemment un mot tout à l'heure. Donc voilà les différentes observations de l'OAPA que l'on fait lorsqu'on visite des abattoirs. J'en ai déjà listé quelques-unes. Ensuite, vous allez me dire, ils sont dans le box, ça sert à quoi? Ça sert à étourdir l'animal, pour justement éviter qu'il ne bouge, de façon à ce que le procédé d'étourdissement soit correctement appliqué sur la tête. Alors là, vous avez effectivement ce qu'on appelle le matador, quel joli nom, n'est-ce pas? Donc qui est le pistolet d'abattage, donc qui est destiné à étourdir l'animal. Voilà les points d'impact. Vous voyez qu'il y a le cerveau, le cortex cérébral, et en fait,
c'est une tige perforante qui va donc pénétrer le cortex cérébral. Et concrètement, pour faire simple, on va dire l'animal, c'est comme si vous aviez un traumatisme crânien. C'est-à-dire que vous êtes complètement dans le coltard, vous avez le cœur qui continue à battre, ce qui explique qu'on peut, quand il y a des accidents de la route, prélever encore les organes, mais vous ne sentez absolument plus rien. Ça, c'est pour le dispositif mécanique. Vous avez aussi des dispositifs électriques. Vous avez peut-être entendu parler de l'électronarcose. Donc ce sont les pinces, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, le mec était penché avec la petite pince. Donc c'est un courant électrique qui est envoyé là aussi sur le cerveau de l'animal. Il faut que le courant pénètre le cortex cérébral et donc les électrodes sont placées au niveau des tempes des animaux. Encore faut-il que la pince soit correctement entretenue, puisque c'est mal entretenu, le courant il passe mal, donc forcément l'animal est mal étourdi. Encore faut-il que l'intensité électrique soit visible de l'opérateur, parce que quelquefois on a une mauvaise intensité. C'est sûr que si vous étourdissez un porc avec une pince qui est réglée à 100 volts, ça ne va pas servir à grand chose. Et en revanche, si vous étourdissez ou vous voulez étourdir un mouton avec une pince qui est réglée à 350 volts, là le mouton il est plus étourdi, il est complètement cramé. Bon. Pour le pistolet à tige perforante, vous avez des cartouches, mais vous avez des cartouches de différentes puissances, parce que forcément, une tête de veau, ça n'a pas la même résistance qu'une tête de vache, et une tête de vache, ça n'a pas la même résistance qu'une tête de taureau, donc il y a des cartouches de puissance différentes qui envoient donc la tige perforante plus profondément en fonction de la cartouche qui est utilisée. Encore faut-il que ce soit la cartouche de bonne intensité qui soit utilisée, qu'elle ne soit pas laissée à l'humidité, parce que sinon c'est le pétard mouillé. Alors vous allez me dire, l'étourdissement ça sert à quoi? Moi bien souvent quand je vois des opérateurs qui étourdissent des animaux, je leur dis pourquoi vous le faites? Ils me regardent, ils me disent, il est con celui-là, il travaille à l'OAPA, il sait même pas. Je le fais parce que c'est obligatoire. Ah d'accord, c'est très bien. Mais concrètement, pourquoi vous le faites? Et je n'ai pas de réponse. C'est-à-dire qu'on a des opérateurs qui étourdissent des animaux, mais ils ne savent pas à quoi ça sert. Bien là, vous avez un petit schéma. L'étourdissement, c'est un mécanique, donc un dispositif mécanique, électrique ou gazeux. Quelquefois, on a aussi des tunnels à gaz très peu utilisés en France parce que ça coûte très très cher. Mais ça plonge l'animal dans un état d'inconscience où il doit être maintenu jusqu'à l'intervention de la mort de l'animal. Voilà. Et là, il va bien souvent qu'ils ne connaissent pas ce b.a.-ba. Alors, espérons que les formations, parce que maintenant, je vous ai dit, tout opérateur doit avoir un certificat de compétence, espérons qu'ils ont compris à quoi sert l'étourdissement. Ça évitera que certains étourdissent un animal, ensuite aillent faire je sais pas quoi, se gratter le nez ou autre chose, discuter avec le copain, reviennent et commencent à saigner l'animal. Ah oui, mais le problème, c'est que la saignée doit intervenir le plus rapidement possible après l'étourdissement. Sinon, vous avez un animal qui va se réveiller, et donc l'étourdissement qui ne sert strictement à rien, puisque vous avez l'animal qui est saigné en pleine conscience. Donc, les différentes observations qu'on peut faire lorsqu'on visite, là aussi, les abattoirs, c'est une mauvaise utilisation du matériel d'étourdissement, mauvais usage du matériel, mauvais entretien du matériel, mauvais réglage. On a aussi les veaux qui sont tirés dans la nuque. Ça, c'est interdit. Et oui, mais bon, le problème, vous comprenez, c'est que pour présenter la tête de veau chez le boucher, avec un trou, c'est pas évident. Vous avez d'ailleurs peut-être vu des fois une tête de veau, puis vous avez un grain de persil à peu près au milieu, là. C'est pour cacher le trou. Ça veut dire que là, l'animal a été correctement étourdi. En revanche, si chez le boucher, vous voyez une tête de veau, à condition que vous rentrez encore dans une boucherie, certains n'aiment pas y aller, mais si vous rentrez dans la boucherie et que vous voyez la tête de veau et qu'il n'y a pas de trou, alors là, vous pouvez vous poser une question. C'est que visiblement, l'animal a été mal étourdi ou n'a pas été étourdi du tout. Et puis ce qu'on rencontre fréquemment, c'est un manque de formation du personnel ou une absence d'étourdissement, tout simplement pour aller plus vite, alors qu'on n'est pas du tout dans le cadre de l'abattage rituel. Alors là, c'est la partie la plus dégueulasse, je suis désolé. La saignée des animaux, je vais passer très très vite. Les animaux ne doivent pas assister à la saignée de leurs congénères, donc quand le box il est mal orienté, comme je disais tout à l'heure, on ne demande pas à faire des travaux. Vous mettez un rideau, vous voyez, on voit le rideau et vous avez l'animal qui ne voit plus rien, ça coûte pas très cher et ça évite que l'animal vienne en panique dans le box de contention. Et je le disais tout à l'heure, la saignée doit commencer le plus tôt possible. Donc vous avez soit premier type de saignée sur le côté, ou soit une saignée au niveau sternal. Voilà. Bon, je passe rapidement sur la saignée. Alors, je dis un mot sur l'abattage rituel, puisque bien évidemment,
les questions iront tout à l'heure. Un point important, c'est que l'abattage rituel donc pour les rites cachers, israélites et halal, les rites musulmans, doivent se faire obligatoirement dans un abattoir. Bien souvent, j'entends dire « oui, mais on peut le faire à la ferme ». Oui, l'abattage à la ferme existe. L'éleveur qui a ses cochons, et qui va tuer le cochon pour faire ses côtes de porc ou pour faire son saucisson, il peut le faire chez lui. Il n'est pas obligé d'aller à l'abattoir. Mais la réglementation impose que l'animal soit étourdi. À partir du moment où il y a un abattage rituel qui est fait sans étourdissement, ça doit obligatoirement se faire dans un abattoir par un sacrificateur habilité, par un organisme religieux. C'est simple. Le grand rabbinat pour les juifs, les mosquées de Lyon, Paris et Évry concouronne pour les abattages musulmans, et il doit être titulaire d'un certificat de compétence abattage rituel. Et là aussi, les animaux doivent être contenus dans un box mécanique, donc il ne doit pas y avoir de lien, comme on a pu le voir par le passé, et c'est le fameux tonneau rituel. Bon, je dis toujours pour les gens qui ne connaissent pas, ça ressemble à une boîte de coca, hein, sauf que c'est beaucoup moins sympathique qu'une boîte de coca, tout au moins pour l'animal qui est dedans. Alors, bon, je ne vais pas passer 3 heures sur l'abattage rituel. Ce qu'on observe bien souvent, c'est qu'il y en a qui sont pratiqués en dehors de l'abattoir. Le box rotatif pour les bovins, on se pose des questions, parce que quand vous avez un bovin qui rentre dans le box, et puis vous avez le bovin qui se retrouve complètement sur le dos, les 4 pattes en l'air, c'est forcément pas une position naturelle. Maintenant, le fait de l'égorger en position debout, c'est pas non plus très pratique pour le sacrificateur. Bon, je rentre pas dans les détails, mais bon, il y a des avantages et des inconvénients. Là, c'est très très difficile, c'est très technique. On attend une étude depuis 1 an et demi de la Commission européenne, mais et là aussi, apparemment, ils se posent beaucoup de questions. On aimerait bien qu'ils nous apportent des réponses quand même. C'est leur boulot. On a aussi, bien souvent, on voit des animaux qui sont mis en contention, et puis le sacrificateur, il est, je sais pas où, il est parti utiliser ses couteaux, il est parti faire sa prière, en tout cas, il n'est pas là où il faudrait être. Et puis, on a des animaux qui sont suspendus encore en pleine conscience, alors qu'ils n'ont pas terminé de perdre conscience. Et bon, voilà. Et puis, des sacrificateurs qui ne savent pas égorger, qui cisaillent avec un couteau à pain, enfin, c'est n'importe quoi. Puis le gros problème de l'abattage rituel, c'est le problème d'hygiène. Quand vous voyez ce que là, c'est pas des photomontages, c'est des photos que j'ai prises dans les abattoirs. Bon, la photo que vous voyez sur la droite, là, sur la berge de réception, ça a été tourné, ça a été pris à l'abattoir de Lyon-Corbat. C'est là où les inspecteurs vétérinaires font leur formation. Ça en dit beaucoup. Et puis bien évidemment, je termine avec l'actualité, puisque c'est l'Aïd samedi. Voilà. Vous m'avez vu sortir là il y a quelques instants pendant que Sébastien faisait son speech. C'est pas que ça ne m'intéressait pas, mais c'est parce que j'avais le commissariat de Cergy-Pontoise qui me disait que ça y est, ils ont topé, il y a 250 moutons à récupérer. Bon. Donc l'abattage pour l'Aïd el-Kébir, c'est dans un abattoir agréé, comme je disais. Il n'y a plus de sites comme c'était avant. Avant 2001, les mairies donnaient un site et disaient aux musulmans, c'est bon, voilà, vous avez un terrain, vous allez faire votre truc là, et voilà. Ça, c'est interdit. Maintenant, il faut que ça soit des abattoirs agréés. Donc on a tous les ans, au journal officiel, une liste d'abattoirs agréés, donc avec un dossier d'agrément à faire, etc. Donc ça veut dire que l'Aïd el-Kébir doit se faire soit dans un abattoir temporaire, c'est-à-dire qui est agréé juste pour les 2-3 jours de l'Aïd, soit dans un abattoir pérenne, donc ceux qui fonctionnent toute l'année. Si c'est ni dans un abattoir temporaire, ni dans un abattoir pérenne, eh bien c'est un abattage clandestin, c'est un délit passible de 6 mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Voilà, ça c'est une photo que j'ai prise il y a 3 ans sur un site clandestin. Donc vous avez la police qui est là, qui relève les numéros d'immatriculation des voitures, et il fait son boulot, mais derrière le parquet ne le fait pas, puisque les sacrificateurs ne sont jamais inquiétés par ces abattages illicites. Et puis là, je termine avec une image beaucoup plus sympathique. C'est un des troupeaux du bonheur que nous avons en Savoie. Ce sont des animaux qui sont depuis 2008 et qui coulent des jours heureux à l'air pur savoyard. Voilà.
Merci beaucoup. Alors moi je voudrais préciser que quand même les deux là que vous venez d'entendre sont des gens extrêmement courageux parce qu'ils vont beaucoup sur le terrain, ils voient des choses pas toujours très drôles et que voilà, ils sont là pour témoigner et heureusement qu'il y a des gens comme eux. Donc moi je les remercie 1000 fois d'être venus, vraiment c'est bien. Et je me souviens avec Seb, on était allé, je l'avais accompagné il y a quelques années dans un jour d'Aïd justement à Brioude, à l'abattoir de Brioude. On avait cherché un abattoir, un lieu d'abattage en Puy-de-Dôme, on n'avait pas trouvé, on s'était retrouvé à Brioude. Et Seb est resté à côté du poste d'abattage pendant quasiment toute la journée et à prendre des photos en caméra cachée et voilà, et grâce à lui il y a quand même quelque chose qui a bougé. Alors c'est très long mais bon, la télé en a parlé parce qu'il y avait beaucoup de comment dire, de dérogations, et enfin non pas de dérogations, pardon. Oui, il y a beaucoup d'infractions. Les animaux étaient suspendus avant d'être morts, il y avait des cisaillages, des choses comme ça. Et voilà, et les médias en ont parlé quand même, et ça a peut-être fait avancer un peu la chose, mais il faudra beaucoup de temps. Voilà. Donc, je vous invite, si vous voulez bien leur poser des questions, si vous avez des questions particulières à poser, on va faire circuler Ah ben non, si je l'enlève, il y en aura plus, si j'enlève le micro. Si. Ah, il y en a un autre, je ne sais pas s'il marche celui-là.